prouver qu'ils existent, ils sont là. Voilà. Les sanguins sont gays, c'est des gens joyeux, hein. Généreux, serviables, enthousiastes, sociables, à l'aise en plein air. Ils auront du mal à tenir en place dans un espace restreint. Ils aiment bien bouger, ça bouge. Ça, c'est les sanguins. Ils sont très joyeux, ils communiquent la vie, ils communiquent la joie, mais on a vu des choses. Ils peuvent être amenés à exagérer les choses, en allant même jusqu'à mentir. Quand tu te racontes une histoire de sanguin, il va rajouter des choses. Parce qu'il faut tellement grossir, parce qu'il faut que son image soit une bien mise en avant. Ils peuvent s'emporter facilement et agir avec précipitation. Ah, c'est les sanguins. Ah ouais. Qu'importe, ils n'agissent jamais avec méchanceté. C'est pas qu'intentionnellement ils sont méchants. Hein? Ils essaieront toujours au contraire de répandre la joie autour d'eux. Leur présence est en général recherchée parce qu'ils sont agréables quand même. Hein? Mais ils sont quand même dans le dérapage. Alors la suite, sensuel, démonstratif et volonté, charmeur. Les sanguins en général ont un bon contact avec les gens. Très relationnel. Aimant rire et faire rire, ils apprécient généralement d'être en compagnie du sexe opposé et ont souvent un sens de l'humour assez développé. Sans commentaire. Ayant du mal à se fixer sur du long terme, les sanguins sont toutefois très fidèles lorsqu'ils décident de s'engager professionnellement, amicalement et affectivement. Légalement, sans commentaire, parce que ça se discute quand même. C'est de la science, mais ça peut se discuter ça à ce niveau. Alors, troisième tempérament, flegmatique. Ils sont peu émotifs et nonchalants. Flegmatique, la suite. Aiment l'inactivité, le repos et la relaxation. Quand on les regarde, on a l'impression qu'elles sont totalement insensibles au stress lié au monde qui nous entoure. Il n'y a pas de problème, tout va bien. Toujours en vacances, on a la sensation en leur présence que rien ne peut les perturber. Très observateurs, ils donnent toujours pourtant l'impression de toujours être dans les nuages ou en train de rêvasser. Ça, c'est les flegmatiques. Hein? On peut continuer. Quatrième tempérament, mélancolique, c'est les nerveux. Ils sont critiques et réfléchis. On va dire, qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Ils dégagent une impression de force et de contrôle. Personnes solides, aimant se donner des objectifs, mettant tout en œuvre pour les atteindre. Aiment diriger et n'hésiteront d'ailleurs pas à prendre des décisions. Positif ça. Ils n'acceptent pas que l'on fasse semblant. Leur désir de réussite est très fort. Les tempéraments bilieux, c'est-à-dire les fameux, ceux qui sont les nerveux là, les colériques, non ça c'est pas les colériques ceux-là. Les bilieux, les colériques sont en général très ambitieux. Ils ont beaucoup d'ambition. Hein. La suite. Toujours à l'affût. Ils sont souvent inquiets de ce qui pourrait leur arriver, à eux comme aux autres. D'ailleurs, ils ont tendance à avoir des difficultés partout, en les amplifiant exagérément. Quelquefois, c'est un petit problème, mais quand elle se parle de son problème, tu as l'impression que c'est quelque chose de gros. Mais après, quand tu analyses, tu te dis, c'est seulement ça là. Mais c'est comme ça, que voulez-vous? Très susceptibles. Donc ces personnes-là pourront prendre à cœur une remarque apparemment insignifiante sur leur personne. Sans commentaire. Calme et discret, souvent très cultivé. Les tempéraments colériques leur prennent soin d'eux tout en ayant énormément de compassion pour les personnes qui les entourent. Ce sont des personnes maniaques de l'ordre et de la propreté. La suite, en résumé, parce qu'il faut résumer, hein. En résumé, le flegmatique. Très peu émotif, il est difficile à impressionner et fait preuve d'un remarquable sang-froid dans la plupart des situations. Il possède de bonnes qualités d'organisation, est très adaptable et d'une grande patience. Il sait aller au bout des choses, mais à son allure, qui est plutôt nonchalante, contemplative, rêveur. Rêveur, c'est le roi de la relaxation. Il est également fin gourmet. Ses défauts, l'indolence, la négligence, l'indifférence, le désordre. Ah oui. Le sanguin.
Le sanguin est un personnage extrêmement social, recherchant le contact avec ses semblables et ayant besoin de nombreuses relations. Il est d'une nature cordiale, joviale, généreuse, c'est le type même du bon vivant, enthousiaste et amoureux des plaisirs de la vie. C'est un impulsif qui peut parfois tendre à la précipitation, à l'emportement. Ses défauts, l'exagération, la vantardise, l'inconstance. L'autre, le mélancolique ou le nerveux. Le nerveux est un intellectuel doté d'un sens critique, développé et d'un bon esprit d'analyse. Il possède un vrai talent pour travailler dans la précision et la minutie. Sensible, vif, il aime le mouvement et évolue lui-même dans une certaine agitation. Très émotif, il a besoin de se protéger des autres sur le plan relationnel. Ses défauts, la susceptibilité, l'anxiété, l'irritabilité. Le colérique ou le bilieux. Alors, ici, le bilieux est un personnage volontaire qui aime se donner des buts et déployer des efforts pour les atteindre. Un sens aigu des responsabilités, beaucoup de discipline, de courage en font un entrepreneur, un décideur. Il aime décider, diriger. Il fait généralement preuve d'ambition. Ses défauts, la colère, la dureté, la tyrannie, l'impatience, le cynisme. Ce sont des défauts, hein. Il n'y a pas que des qualités. Hein. Voilà. Donc, tu peux avancer. Qu'est-ce qu'il y a après cela? Qu'est-ce que nous avons? Parce que dans tout le cas, on va s'arrêter ici. Le round 3. Donc, le round 2, c'était par rapport à nos émotions. C'est pourquoi on a vu le tempérament. On verra la prochaine fois le round 3 qui parle un peu je veux, je désire, donc je suis. Si on peut même rapidement aller, c'est la vie dirigée par les ambitions et les aspirations. Quand plus j'ai des ambitions, plus j'ai des aspirations, on se définit par rapport à cela. Et moins tu en as, on va aussi te qualifier à cause de cela. Et ça, c'est pas normal. On ne dépend pas des ambitions, des aspirations. Si tu te définis que par les ambitions, ça veut dire que ceux qui n'ont pas d'ambition, pas d'aspiration, on va dire qu'ils sont rien. Alors que pour Dieu, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, vie dirigée par les ambitions et les aspirations. Vie dirigée par la force de caractère, par les performances. Alors, si ce sont les performances qui nous définissent, parce que j'ai un fort caractère, ce n'est pas ça qui doit réellement nous définir. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ça. Mais pour Dieu, dans le round 3, c'est le plus fort qui gagne ici. Il faut être fort pour pouvoir se faire une place. C'est une mentalité. Pas de place pour les faibles. Ce sont ceux qui sont forts, qui sont des gens. Mais c'est quelqu'un. Et ça, c'est pas normal. Hein, il faut faire qu'on termine par... la suite, bon à savoir... il nous reste combien de minutes? Il nous reste à peu près 10 minutes. Comme ça, on va vite finir avec ça. La différence entre personnalité, tempérament et caractère, c'est quand même important de savoir. Hein, vous aurez les supports, parce que je sais qu'on ne peut pas tout écrire, hein, c'est assez long. Mais à la fin de cette étude, je vais vous envoyer les supports. Hein, ça serait plus simple pour vous, sinon vous allez vous fatiguer à force d'écrire. Le tempérament, et ça c'est important, hein, le tempérament et le caractère sont des dimensions de notre personnalité. En fait, les deux sont des composants essentiels de cette dernière. Dans la personnalité, il y a le tempérament et il y a le caractère. Alors, on peut lire la suite. Le tempérament. Lorsque nous parlons de tempérament, nous faisons référence à cette partie innée de notre personnalité, déterminée par notre héritage génétique. Pour cela, il est considéré comme la dimension biologique et instinctive de la personnalité. En fait, c'est le facteur de la personnalité qui se manifeste le premier. On a parlé des différents tempéraments tout à l'heure. C'est souvent génétique. Hein. On naît avec ces tempéraments. Ce qui fait que dans une famille, vous pouvez faire 4 enfants, ils ne vont pas être pareils. Ils ne seront pas pareils. Vous allez trouver un de vos enfants qui est très dynamique, et puis l'autre, il est beaucoup plus très rationnel. C'est génétique, ça. Hein. C'est pas... Après, il y a des choses qui vont se travailler dans le caractère, mais le tempérament, à la base, c'est quelque chose de... C'est un héritage génétique que vous avez. Tous vos enfants n'auront pas le même tempérament. C'est pas possible.
Puis notre Dieu, c'est un Dieu de diversité, c'est ça qui fait la richesse. Voilà, donc c'est comme c'est le facteur de la personnalité qui se manifeste le premier. Déjà tout petit, on peut voir un enfant. Le petit, là, il a un fort tempérament. On peut le voir déjà tout petit. D'autres sont beaucoup plus calmes, et d'autres sont très déjà assez... voilà. Donc, en étant d'origine génétique et le fruit de la constitution héréditaire, le tempérament est difficilement modifiable, manipulable ou changeable par les conséquences. Difficilement. D'une certaine manière, cette tendance existera toujours, bien qu'il soit possible de faire usage de nos ressources pour limiter ou bien inhiber sa manifestation, atténuer sa manifestation. On peut continuer. Chez les bébés, par exemple, l'exemple que j'ai pris, il est déjà possible de distinguer différents types de tempéraments. Ainsi, en fonction de leur tendance à ressentir et à manifester des émotions positives ou négatives, et une bonne ou mauvaise humeur, on les considère comme des enfants plus faciles ou bien difficiles en termes de comportement. On le voit dès la base. Hein. C'est pas que l'enfant il aille dans une école pour apprendre. Hein. On ne sait pas comment ça s'est manifesté. En tout cas, c'est quelque chose qui est génétique. Le caractère. Le caractère, c'est quoi? C'est la composante de la personnalité qui englobe le tempérament, constitution donc héritée, et l'ensemble des habitudes, et là c'est important, c'est cette partie-là qui nous intéresse, l'ensemble des habitudes éducatives et relationnelles qui ont été apprises par la personne. Ça agit sur le caractère. En fait, c'est un aspect aussi bien inné qu'acquis. Il y a le côté inné, mais aussi quelque chose qu'on va acquérir dans la marche sur le chemin de la vie. Le caractère est la partie de nous qui est déterminée par l'environnement. On peut avoir un enfant qui, à la base, était bien, hein, mais à force de fréquenter un certain milieu, ça va déteindre sur lui et il va changer. Il va changer dans le comportement, il va manifester d'autres caractères qui n'étaient pas là au départ. Donc, c'est des choses qui peuvent s'acquérir. Ce n'est pas des choses qu'on ne peut pas acquérir. Donc, c'est la conséquence des expériences et interactions sociales que nous avons eues au cours de notre vie et de celles que nous apportent un certain apprentissage, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Ainsi, toutes ces habitudes influencent notre tempérament et nos prédispositions biologiques. Elles vont ensuite les moduler, les faire varier et les affiner en conformant ainsi notre personnalité. Donc, l'origine du caractère est beaucoup plus culturelle, c'est lié à l'environnement. Donc, le caractère est moins stable que le tempérament. Le caractère est modifiable et susceptible d'être changé, par exemple, grâce à l'éducation sociale. Ça peut changer. De nos jours, ce terme est souvent confondu avec celui de la personnalité, ce qui fait de nous que nous les utilisons bien souvent de manière, normalement c'est distinct, hein? Non, indistinct, c'est ça. Tu peux passer à la suite, je pense que on va terminer avec la personnalité rapidement. La personnalité, c'est le résultat de la somme du caractère, tempérament et habitude apprises et du comportement. Je pense qu'on va s'arrêter là. La somme du caractère, comportement, c'est ça qui fait la personnalité. Donc, la personnalité, c'est un résultat. Donc, c'est pourquoi, en tant que chrétien, il est important de se connaître aussi à ce niveau-là. Parce que cette dimension, ce niveau de l'âme, c'est l'âme qui va faire la guerre. La chair qui va faire la guerre à notre esprit. Donc, cette dimension, il faut connaître ça. Que moi, je suis plutôt dans cette tendance-là, et l'ennemi peut passer par là pour m'empêcher de conquérir. Donc, si tu ne te connais pas toi-même, tu vas trouver normal ce que tu es, alors que ce n'est pas comme ça que je veux que tu sois. Pourquoi c'était important? Cette partie était très technique, c'est vrai, mais ça permet quand même d'avoir une visibilité sur soi pour mieux apprécier finalement comment se tenir dans le combat et dans la bataille. Alors si on est très nonchalant, on va être obligé, dans le cadre de la conquête spirituelle, de faire un travail sur soi. Parce que dans la nonchalance et dans la paresse, on ne va jamais triompher comme ça. On va devoir s'imposer. Et les gens naturellement qui sont disciplinés et tout ça, là, qui ont des objectifs qui les poursuivent, c'est tout à leur avantage. Mais ceux qui n'ont pas ça, ils vont devoir travailler. On ne peut pas dire que je vais laisser ça comme ça. Et on va le voir tout à l'heure pendant la prédication que si on ne bouge pas, les choses ne bougeront pas. Tu n'as pas venu pleurer, Seigneur, moi, flegmatique. Tu sais que nous, on aime se relaxer, Seigneur. Nous, on aime se reposer, Seigneur. Oh Dieu, fais-toi à notre place. Ça ne marchera pas comme ça.
Il faudrait que ceux qui ont le tempérament flegmatique comprennent qu'ils vont devoir travailler plus sur eux-mêmes. Sinon, ça ne va pas bouger. Donc, il est important de connaître quel type de personnalité tu es dans ton âme, les informations, ton identité au niveau de ton âme, c'est laquelle. Donc, c'est important que vous puissiez le comprendre. Pour aujourd'hui, il nous reste 2-3 petites minutes avant qu'on commence le culte en lui-même. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur parce qu'on veut qu'il n'y ait aucun obstacle dans la conquête. On veut conquérir et sans excuse. On veut comprendre que dans la conquête, on sera obligé de travailler sur soi. C'est pourquoi la Bible parle du travail de l'âme. On va être obligé de travailler sur soi. Mais pourquoi travailler sur soi? On a parlé de l'homme intérieur. Il faut que votre homme intérieur soit suffisamment fort, nourri, bien disposé pour vous aider à conquérir les problèmes de votre âme, de votre personnalité. Si l'homme intérieur, votre esprit, n'est pas bien nourri, n'est pas bien alimenté, ça va être difficile de pouvoir faire un travail sur soi. Et à ce moment-là, vous allez rester que dans des excuses. Et demander à Dieu, Seigneur, tu sais que je suis comme ça. Non, je ne vais pas dire que tu n'es pas défini par ça. Ce n'est pas ça, en Christ, tu n'es pas ça. Donc, on peut avoir toutes ces excuses-là. Bon, moi, je ne suis pas très intellect, donc c'est normal. Non, je pense donc je suis, c'est faux. Je sens, je ressens, donc je suis. Bon, moi, je suis très influencé par ce que je vois, par mes humeurs et tout ça. Dieu lui sait, c'est faux également. Tu n'es pas parce que tu ressens les choses. Les choses que tu ressens peuvent être très fausses et t'induire dans des grandes erreurs. Je suis très déterminé, j'ai beaucoup d'ambition, donc je suis, c'est également faux. Parce qu'on peut avoir une forte personnalité, un fort caractère, avoir des ambitions, mais qui ne sont pas les ambitions de Dieu. C'est plutôt notre orgueil, nos aspirations personnelles qu'on met devant. Et on prend une étiquette chrétienne pour dire que c'est parce que je suis comme cela et que Dieu m'a choisi, Dieu a fait de moi. C'est faux. Ça n'a rien à voir avec... Dieu ne va pas nous qualifier sur la base de notre âme.